Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Bénard, qui est la fondatrice de la Dame à la Licorne et de Paris Good Fashion, après avoir été directrice de l'environnement au sein du groupe LVMH. Sylvie va nous parler de sa vision, évidemment, de ces enjeux de plus en plus stratégiques que sont l'environnement et le développement durable. Alors, bon voyage et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sylvie Bénard. Sylvie Bénard est la dirigeante de la Dame à la Licorne, une agence de conseil en stratégie environnementale. Elle était auparavant, pendant de nombreuses années, la directrice environnement du groupe LVMH. Et elle est, depuis quelque temps, la présidente du collectif Paris Good Fashion, qui veut faire de Paris la capitale d'une mode plus responsable pour 2024. Sylvie Bénard, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. J'aimerais qu'on parle de la consultation réalisée par Paris Good Fashion, lancée en septembre dernier. C'était une consultation citoyenne qui visait à savoir ce que les citoyens espéraient, attendaient de la mode. Mais avant ça, avant qu'on creuse ce sujet-là, je voulais savoir un peu, vous, ça fait très longtemps que vous travaillez sur les sujets environnementaux. Ça fait des années que vous êtes sur ce secteur-là au sein du groupe LVMH. Quand vous avez commencé à travailler sur ces thématiques-là, je crois que c'était chez NSI, la maison de Cognac. Tout à fait. Je voudrais savoir si vous sentiez que c'était déjà des thématiques qui allaient devenir aussi importantes dans l'économie. Alors j'avais un biais, c'est que je suis ingénieur agronome à la base, donc le rapport à la vie et à la nature, j'étais dedans. Je suis effectivement rentrée chez NSI il y a fort longtemps, en 83, et mon premier travail était de travailler sur les levures et les bactéries du vin, qui va faire ensuite le cognac. Mais le sujet environnement, je l'avais toujours un peu dans la tête. Et j'ai eu la chance d'aller au Sommet de la Terre à Rio en 1992 avec une association. Et pour moi, quand je suis revenue, c'était évident que c'était le sujet. Il faut dire que 1992 a été une année un peu optimiste. On a vraiment cru que ça y est, les gens avaient compris qu'il y avait un problème. Pour quelle raison ? Il y a eu d'abord ce sommet de la Terre à Rio, qui est quand même a réuni l'ensemble des États et a parlé environnement et développement durable. C'est de là que vient un certain nombre de réglementations et de chartes sur le climat, la biodiversité, la déforestation, etc. Et puis, il y avait aussi, pour la première fois, à la fois des politiques, des entreprises, des associations. Et vous verrez qu'un certain nombre de réglementations ou de structures, Citeo par exemple, ce qui est devenu Citeo, a été créé en 92. 92, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'était un déclic en fait. Ça a été un déclic. Sur l'environnement. Et pour moi, c'était évident que le sujet, c'était ça, que je devais aller là-dessus. Et à l'époque, vous étiez donc déjà dans le groupe LVMH. Donc j'étais depuis presque 10 ans déjà, mais à la recherche chez NSI. Donc vraiment sur la partie microbiologie, recherche, laboratoire de recherche. Purement scientifique. Purement scientifique. D'accord. Et en fait, pas un instant, je pensais que je pouvais faire ça, parce que c'était quand même assez en avance. Et donc, avec des amis, on se voyait les week-ends pour créer ce qu'on n'appelait pas des start-up à l'époque, sur le sujet. Et au moment de rencontrer le dirigeant de NSI pour lui dire je m'en vais pour créer ça, à ma très grande surprise, il m'a dit mais pourquoi vous le feriez pas chez LVMH ? Et D'accord. donc, quelques semaines après, j'étais à Paris. Je rencontrais le secrétaire général de l'époque de LVMH. Et il m'a dit banco, nous, on n'est pas sûr qu'il faille quelqu'un à plein temps. Donc, on vous donne un contrat de 2 ans. Vous avez, pendant 2 ans, montrez-nous que c'est nécessaire. Donc, c'était de l'entrepreneuriat. Ah, absolument. Ça s'appelait pas l'entrepreneuriat, mais c'était exactement ça. Donc, j'ai eu la chance de créer mon job, de recruter des gens merveilleux que j'ai choisis et de travailler sur des projets que je proposais. Et donc, la thématique à l'époque, c'était quoi ? Alors, c'était encore très vin et spiritueux, le groupe LVMH, et avec une activité qui connaissait son rapport à la nature. Il y a du climat, il y a un sol, il y a de l'eau, il y a une plante. Et donc, les premiers sujets ont été vraiment vin et spiritueux. On a fait dès 1992 des analyses de cycle de vie, justement chez NSI. Dès 93, NSI a été certifié ISO 14000, certification environnementale.
Et c'était des sujets, comment on économise l'eau, comment on économise l'énergie, comment on travaille différemment. Est-ce que c'était déjà des questions, vous aviez perçu, vous étiez allé à Rio, vous aviez perçu que ce serait des choses importantes. Est-ce que c'était déjà dans l'imaginaire des dirigeants des éléments qui seraient clés à l'avenir ? Le simple fait qu'il m'ait dit banco sous-entend quand même qu'il y avait une perception qu'il y avait quelque chose. Hein. Donc, de venir dire banco comme ça à quelqu'un qui arrive en disant il faut absolument travailler là-dessus, c'était pas évident, et ils l'ont fait. Et comme je vous dis, les vins et spiritueux étaient quand même un secteur assez sensible au sujet. Et au cours de toutes ces années, j'ai jamais fait le même métier parce que le sujet n'a cessé d'évoluer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré d'autres activités. C'est-à-dire que certes, ça a été au début les vins spiritueux, ensuite les parfums et cosmétiques, qui là aussi ont un rapport à la nature, à la fleur. Puis après, il y a eu le monde de la joaillerie, et puis le monde de la mode. Quels étaient à chaque fois les éléments qui faisaient qu'il y avait un intérêt pour les questions environnementales, peut-être sociales également ? Qu'est-ce qui faisait que telle activité basculait sur une compréhension de ces problématiques ? Alors, il y a deux choses. Il y a montrer des résultats obtenus. Voilà. Et quand vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas posé des questions, il y a des solutions assez rapides et assez efficaces. Réduire de la consommation d'eau, réduire de la consommation d'énergie, faire moins de déchets, c'est immédiatement rentable. Et il y a toujours des choses à faire quand vous n'êtes jamais posé la question. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est la force du groupe LVMH, c'est plusieurs marques. Et donc, quand une voit que ça a fonctionné, eh bien l'autre se dit, moi, je vais le faire, et puis je vais faire peut-être même encore mieux. Et donc, il y a une espèce de compétition, mais à la fois de coopération aussi, parce que le grand intérêt, c'est que les marques, elles doivent faire les produits, elles doivent les vendre, et elles sont plutôt sur du court moyen terme. Au niveau de la holding, on peut se poser des questions à 3 à 5 ans. Quand on a commencé à se poser la question des émissions de gaz à effet de serre 99-2000, il était évident, l'outil bilan carbone était en cours d'élaboration, donc on l'a utilisé tout de suite vers 2000-2001. Il était évident que ça c'était possible parce que c'était un groupe et que nous, on avait eu le temps de réfléchir à ce sujet-là, de le trouver. Une marque toute seule n'aurait pas pu le faire. Et donc, ce qu'on faisait quand on avait des projets pilotes comme ça, on demandait 1 ou 2 marques volontaires pour tester. Tout ça, évidemment, financièrement, c'était pris en compte par le groupe parce on ne savait pas si ça allait marcher, hein, donc il fallait faire un test. Et donc, on a testé, et quand ça fonctionnait, après, c'était proposé à l'ensemble des maisons. Quelles étaient les notions de rentabilité sur ces démarches environnementales ? Est-ce que c'était, à l'époque, des notions vraiment, on va faire des économies au final sur tel type d'activité ? Je vous le disiez, sur le bilan carbone, sur les économies d'eau ? C'est très compliqué à mesurer la rentabilité d'un geste environnemental. Il y a des fois où c'est facile. Si vous utilisez moins de matière, vous faites moins de déchets, vous utilisez moins d'eau, ça se voit tout de suite. Par contre, si vous construisez un bâtiment et que dès le départ, vous le pensez environnemental, c'est très difficile de mesurer la différence de prix entre les deux et de rentabilité. Donc, il y a plein de pans sur le sujet environnement où on ne sait pas le mesurer. Et c'est un vrai problème pour toujours les gens qui sont hein. en charge du sujet, d'ailleurs. Parce qu'on sent qu'ils sont rentables, mais quelquefois, c'est très difficile à mesurer. Il faut pouvoir le prouver. Alors, pour ce sujet, si je vais à l'étape suivante, qui est la comptabilité écologique, par exemple, on a travaillé à la création de la chaire à AgroParisTech de comptabilité écologique, puisque je suis absolument persuadée qu'un jour, de la même manière que vous voyez un bilan financier, vous êtes capable de savoir comment fonctionne une entreprise d'un point de vue financier, un jour, il y aura ce bilan environnemental. Et donc, il faut trouver une solution commune. Il faut travailler avec des scientifiques, des académiques, d'autres entreprises, les experts comptables. Et c'est comme ça qu'on a créé la chaire de comptabilité écologique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, et je crois que vous croyez beaucoup là-dedans. C'est la collaboration entre les acteurs. Indispensable. Même des grands groupes, tout seuls, ne peuvent pas avancer. Indispensable. On est sur un sujet tellement important, avec des ramifications tellement compliquées, une évolution de la connaissance scientifique, pas au jour le jour, mais quand même assez rapide, que si on ne collabore pas, on ne va pas avoir le temps de faire des choses. Donc il faut emmener tout le monde.
Et là aussi, c'est un des enseignements et un des côtés que j'ai beaucoup aimé dans mon métier, c'est que, comme je vous disais, moi, je suis ingénieure. Donc, au début, vous me mettez face à un directeur artistique, on se comprend pas. Ouais, On a le cerveau fait différemment. Enfin, vraiment, on n'a pas les mêmes mots. Les mots veulent pas dire la même chose. Et donc, j'ai réalisé avec le temps que tout ça, derrière, en fait, c'est de l'humain. Et que donc, si vous voulez travailler avec des gens qui sont pas faits comme vous, entre guillemets, c'est à vous de vous adapter. C'est à vous de comprendre les outils qu'ils utilisent, le vocabulaire qu'ils utilisent, et d'utiliser leurs mots et leurs outils et de plugger le sujet environnement à l'intérieur de ça. Sinon, vous n'y arrivez pas. Justement, vous avez travaillé au niveau de la structure groupe, mais j'imagine qu'il fallait faire passer les messages, un peu ce que vous dites, au niveau des marques, des différents métiers. Ouais. Est-ce que vous avez eu des relais ? Est-ce que vous avez eu des gens qui ont changé les choses dans cette avec le temps, beaucoup, mais même assez rapidement dans les vins spiritueux, et puis très vite derrière le parfum cosmétique, il y a eu des gens en charge du sujet dans les différentes marques. Alors, des gens au profil très varié, c'était des gens qui s'intéressaient au sujet, à la limite. Ce qui importait, c'est qu'ils soient intéressés par le sujet et qu'ils soient des gens capables d'aller parler aux autres divisions de leur marque. Donc, dedans, il y a eu un directeur de production, par exemple, chez Fendi, directeur financier chez Moët & Cie, des profils extrêmement variés. Et on se réunissait très régulièrement. On a créé comme ça la commission environnement qui, à l'arrivée, À l'arrivée, on était 120 personnes. Ouais, une belle équipe. Avec toutes les marques du groupe, très multiculturelles, puisqu'il y avait des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Français. Et c'est ensemble qu'on avançait. Maintenant, il y a des marques qui ont non seulement leur propre direction environnement ou développement durable, mais même une équipe. Oui. Et là, je suis vraiment ravie de voir que le sujet maintenant est intégré. Et même chose, quand je vous parle de 92-95, je parlais avec des directeurs de site, des directeurs de méthode, des directeurs de production. À la fin, c'était stratégie avec un président ou une présidente. Ça, j'avais lu que vous aviez dit ça, que finalement le directeur environnement devait être en quelque sorte le directeur de la stratégie. Oui, enfin surtout du directeur développement durable. D'accord. Oui. Pour moi, le développement durable, c'est vraiment comment j'organise mon entreprise pour qu'elle soit toujours là sur le long terme, que je puisse faire des produits de qualité dont je suis fière et que mon client est fier d'acheter. Et ça, pour moi, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Alors après, il faut des expertises. Faire un bilan carbone et l'interpréter, il faut un expert. Sur certains sujets sociaux, même chose, il faut des experts. Mais si on veut vraiment être la vigie, c'est soit le président ou la présidente, soit le directeur de la stratégie. Sur la dernière décennie, vous avez vu un virage pris. Oui. À quel moment vous avez vu vous sauriez dire à tel moment ça a créé une accélération ? Non, je dirais qu'il y a 4-5 ans, qu'il y a vraiment quelque chose qui... Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu un facteur déclenchant. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a d'abord, les gens se rendent compte qu'il y a quand même un problème de climat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les résultats des différentes organisations sur l'érosion de la biodiversité. Il y a les problèmes de santé. Enfin, cette épidémie... là, il y a eu un très bon travail de la Fondation de la recherche sur la biodiversité, sur biodiversité et pandémie. Enfin, quand vous regardez quand même Davos, parmi les 10 risques, je ne crois pas dire de bêtises, mais les plus grands risques, les 5 ou 6 premiers, sont environnementaux. Voilà, il y a une prise de conscience. Et puis, on commence aussi à avoir des solutions. Il y a aussi ça. Du coup, ça crée aussi la dynamique derrière. Là, j'avais une question pour vous qui est peut-être un peu piège, mais le marketing dans tout ça, on l'a vu se développer en parallèle de la prise de conscience dont vous parlez. On reste entre nous, ce sera répété à personne, mais c'est clair que ça a été les directions marketing les plus difficiles à sensibiliser au sujet. D'accord. Et après, il faut les comprendre. C'est qu'elles ont une vision de ce qu'attend le client qui est un peu traditionnelle, et le client, il bouge. Et elles ont peur, en bougeant trop vite, d'abîmer la marque. Mmh. Donc, c'est vraiment... après, une fois qu'ils ont compris, qu'ils sont rassurés,
puis qu'ils voient que ça marche chez d'autres, ils vont être force de proposition. Mais de ce que j'ai vécu, et c'est assez surprenant quand je le dis, les plus grandes aides, c'est les gens de la production et les financiers, les acheteurs financiers. Enfin, alors, je pense que les financiers, c'est parce qu'ils ont cette même vision du moyen et long terme et de l'entreprise et de diminuer les risques. Pourtant, on pourrait penser que le financier qui est sur son tableau Excel quand on a grossit, créé, mais écoutez, est réticent. Quand on a mis chez LVMH un prix interne au carbone, ça a été un travail fait avec le directeur financier de LVMH. Non, en général, les directeurs financiers sont aujourd'hui plutôt aidants. Donc, il faut dire, c'est aux directions marketing qu'il faut, oui, il faut les rassurer. Il faut les rassurer. C'est ce que mais vous dites c'est d'ailleurs. Humain, c'est de l'humain. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est que même si on voit que les points d'urgence, que Davos le dit, que on a la FMI qui le dit aussi, tous les acteurs le disent, vous dites, il faut pas être radical. Si on veut faire passer le message, c'est de la diplomatie. Oui, absolument. Et comment on fait ça ? Des fois, je rangeais mon frein. Oui. Il y a des notes, on me disait « Attends, Sylvie, t'es complètement folle. » Ok, je prenais ma note, je la rangeais, je la ressortais 2 ans plus tard. Il faut être patient aussi, alors. Et puis voilà. Et l'idéal, c'est quand on vous dit « Mais Sylvie, t'es complètement folle. » Et puis que 2 ans plus tard, on me dit « Tiens, en fait, j'ai une idée, et si on faisait ça ?» Le dossier Très est prêt. Bien, on a gagné, il ne faut pas avoir d'ego. Ce qui compte, c'est que l'action se met en place, quoi. Non, c'est sûr. Là, donc vous avez quitté le groupe LVMH en début d'année dernière. Privilège de l'âge. Qu'est-ce que vous gardez comme grand changement que vous avez pu mettre en place à la direction de l'environnement chez LVMH ? Je pense que la compréhension stratégique du sujet au niveau des comités directeurs et comités exécutifs des maisons, c'est évident. Enfin, puis il y a des gens en charge du sujet maintenant au conseil d'administration de LVMH. Les maisons sont équipées de gens tout à fait compétents. Et puis je vous dis, enfin, il y a des présidents qui ont absolument tout compris, et qui mettent des choses en place. Et ça, c'est l'importance du président, du DG aujourd'hui est fondamentale. Il faut les deux. Oui. Il faut un président qui ait la vision ou une présidente. Et il faut des gens de terrain qui ont envie que ça avance. Et alors là aussi, pour le coup, dans les sujets dont on parlait tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui le sujet est plus traité, entre guillemets, c'est aussi les jeunes collaborateurs. Oui. Les jeunes collaborateurs, ils veulent que ça bouge. Ils ont conscience qu'il va y avoir des années un peu difficiles. Ils veulent faire des choses. Et on commence, mais encore malheureusement pas encore assez, à voir des gens qui ont été formés dans les écoles. Mais encore, malheureusement, assez peu. C'est-à-dire que pourquoi le développement ce que j'appelle le développement durable, blablabla, il y en a des quantités, communication et développement durable. C'est de la communication autour des thématiques. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Par contre, quand vous êtes OK, maintenant, concrètement, je suis dans un atelier, je fais quoi ? Là, il y a beaucoup moins de... Mais ça va venir. Il y a beaucoup moins de gens. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand même, dans les écoles, par exemple, j'imagine mal aujourd'hui que quelqu'un qu'on forme au métier d'acheteur, on ne lui parle pas des achats responsables. Et que du coup, ça va devenir une évidence. Même chose pour la conception des produits. Enfin, j'imagine mal aujourd'hui un étudiant formé à la conception, je sais pas moi, dans la mode justement, et à qui on va pas parler des matériaux, de l'éco-conception, etc. Donc, je pense qu'il y a, ces gens-là sont pas encore décisionnaires, mais ils vont le devenir. Donc, je pense que, le mouvement est parti. Ça va accélérer quand il y aura cette génération qui sera en responsabilité. Le mouvement est parti. Ça accélère déjà. Ça accélère déjà. Justement, on en est où, d'après vous, de ce qu'on devrait faire finalement ? Est-ce qu'on va assez vite ? Est-ce que les groupes auraient plus de moyens à mettre Vous savez, la taille, c'est compliqué l'histoire de taille, parce qu'effectivement, un grand groupe va avoir des moyens pour faire un peu de prospective, un peu de recherche, tester quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, c'est une machine un peu lourde, avec une inertie, un temps de décision qui quelquefois... Là où une petite structure peut aller très vite et peut être très agile. Si vous cherchez un nouveau matériau, par exemple, un peu innovant et que vous n'en avez pas besoin de beaucoup de quantité, ça va être beaucoup plus facile qu'une grosse structure qui va avoir besoin de beaucoup de volume. Vous voyez. Donc...
Je pense que la question de la taille ne compte pas. Ça va être des choses différentes. Vous, donc vous avez quitté au printemps dernier. Oui, alors le en plein groupe LVMH, confinement, c'est quand même incroyable. Et vous avez décidé de lancer votre propre structure. Oui, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et j'ai envie de transmettre. Moi, je me souviens toujours quand, en 92, on m'a dit « Banco, Sylvie, allez-y ». Je me suis dit « Mince ». Ils m'ont dit « Oui, je fais quoi ?» Oui. Et là, je me suis retournée vers des gens. Alors, à l'époque, les directeurs environnement, c'était des chimistes, c'était des pétroliers. Mais j'ai été les voir en leur disant « Écoutez, voilà », on me dit « Voilà, j'ai mon truc, mais je commence comment ?» Et j'en suis toujours reconnaissante. Et donc, j'adore transmettre et faire à d'autres ce qu'on m'a fait à moi. Et ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que, comme on le disait, il faut aller vite. J'ai eu la chance de tester pas mal de projets, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et si je peux aider à aller plus vite et aller directement au point crucial plutôt que de tergiverser et de dire est-ce que je vais faire plutôt ceci ou cela. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais il faut savoir les interpréter. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux faire maintenant. Vous travaillez avec des structures de quelle taille aujourd'hui ? Parce que vous étiez dans un groupe énorme, avec énormément de moyens, forcément. Comme vous le disiez, faut savoir les décrocher, mais il y avait énormément de moyens. Plutôt des moyennes grosses entreprises, effectivement. Mais je ne m'interdis rien. Après. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous avez le sentiment que, d'après votre expérience, ils sont déjà bien avancés, si les thématiques environnementales sont bien élaborées, ou il y a des thématiques qui sont complètement hors du spectre ? Il y a un peu de tout. Il y en a qui ont bien creusé le sujet, et il y en a qui n'étaient pas conscients. Il y en a qui sont encore pas conscients de la gravité de certains enjeux pour leur activité. Et alors, il faut qu'ils commencent par quoi ? Je suis un entrepreneur, je me dis mince, je me suis pas préoccupé de ça, j'ai fait tourner ma boîte, je n'y suis pas. Je viens vous voir, vous commencez par quoi ? Alors, par comprendre votre chaîne de valeur, comment vous fonctionnez, et il y a un certain nombre d'outils. Vous avez le bilan carbone pour mesurer vos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'analyse de cycle de vie pour mesurer l'ensemble de vos impacts. Après, je vous confronterai aux 17 objectifs de développement durable en disant, voilà, les objectifs de développement durable, c'est l'humanité, elle veut aller vers là en 2050. Où est-ce que vous êtes là-dedans ? Ou est-ce que vous avez un rôle à jouer ? Ou est-ce que c'est pas un sujet vraiment pour vous ? Voilà, ça va être aussi beaucoup de formation. Mmh. Beaucoup de formations. On avait créé chez LVMH une académie de l'environnement. Oui. Et c'est indispensable que les gens comprennent. Mais je suis étonnée du nombre de gens qui ne savent pas ce que c'est que le développement durable, ou qui ont une vision... J'entends le développement durable, c'est l'économie circulaire. Vous dites. Oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de communication autour de ça, mais vraiment aborder les sujets en profondeur, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué parce que c'est holistique. Donc, vous allez faire une modification sur, je sais pas, votre consommation d'énergie, ça va peut-être avoir un impact sur la biodiversité. C'est apprendre à raisonner systémique, comprendre qu'il n'y a aucun produit parfait, le zéro émission, ça n'existe pas, qu'il faut prendre la décision la plus éclairée possible au moment où on la prend, et peut-être qu'on aura fait une bêtise, et peut-être que dans 2 ou 3 ans, il va falloir modifier quelque chose. Voilà, il faut rester humble. C'est un des éléments importants. Il y a quelque chose aussi, en discutant avec des marques qui sont déjà engagées dans ces process-là, on s'aperçoit qu'en fait, on peut pas tout traiter. Non. Souvent, on a l'impression que certaines entreprises disent « Ok, on prend le sujet du développement durable en main et on va tout faire ». A priori, non, il faut choisir ses combats, en fait. Il faut d'abord avoir un outil qui vous permet de mesurer où est votre impact le plus fort et travailler là-dessus. Quand j'entends, j'ai mis en place du tri sélectif dans mon siège, ok, c'est gentil. Ça peut avoir un intérêt pédagogique et d'un sentiment qu'on fait quelque chose tous ensemble. Mais l'impact, il n'est pas là, quoi. Voyez ? Ça dépend des activités. Ça dépend des activités. Donc, c'est ça, c'est faire comprendre aux gens l'impact de sa décision, du matériel qu'il achète, du produit qu'il est en train de créer, du magasin qu'il est en train de construire, etc. Et de l'aider en lui donnant des outils, des guides, etc. Et après, les gens, ils sont intelligents, ils connaissent leur métier.
Et moi, j'ai vu tellement de personnes devenir passionnées du sujet, mais dans tellement de métiers. Et une fois que vous êtes un directeur des achats, que vous avez compris le sujet et que le sujet vous passionne, vous allez être le meilleur en achat responsable. C'est pas au directeur développement durable de prendre les décisions, c'est au directeur des achats. Et c'est de maîtriser ça. Voilà, c'est ça. Sur le contexte qu'on vit actuellement avec la crise sanitaire, la crise économique qui enfle, vous pensez que les questions sur la crise environnementale restent de premier ordre ? Comment on peut faire que ces questions-là restent de premier ordre ? Je pense que non seulement elles sont de premier ordre, mais elles le sont encore plus. Beaucoup de gens ont compris le lien entre biodiversité, cette pandémie, plus les questions de changement climatique, etc. Pour moi, de ce que je vois, il y a peut-être quelques entreprises qui ont dit les bilans étant très serrés, on va peut-être repousser. Mais généralement, c'est pas le cas. Généralement, c'est puisque je dois sortir de cette situation, essayons d'en sortir par le haut et de profiter, d'incrémenter le sujet. C'est plutôt ce que je vois. C'est plus le sentiment. En parallèle de la Dame à la licorne, vous êtes aussi présidente du collectif Paris Good Fashion. Tout à fait. Donc, comme on le disait en introduction, c'est un collectif qui est récent, qui a été fondé en 2019. C'est ça. Mais qui est, on va dire, hyper dynamique. Oui, tout à fait. et qui veut faire de Paris la capitale de la mode responsable, tout à fait. Alors, éco-durable. c'est très dynamique grâce aux deux cofondatrices qui sont lors du pavillon Isabelle Lefort, qui ont répondu à une demande à l'époque de la mairie de Paris. Et l'idée, c'est de repositionner Paris, capitale de la mode durable. Parce que dans d'autres endroits du monde, Copenhague, Milan, etc., il y a des choses qui se passaient. Et c'est vrai que Paris n'était pas très bavard sur le sujet, même si beaucoup de choses se faisaient dans les marques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté où il y a à la fois des marques, mais il y a aussi des distributeurs, mais il y a aussi des bureaux avec lesquels les marques travaillent pour préparer les défilés. Il y a les fédérations professionnelles. C'est tout l'écosystème. Il y a tout l'écosystème. On retrouve tout le monde. Il y a les écoles. Enfin, voilà, c'est tout le monde. On essaye d'être concret et de travailler quand il y a des trous dans la raquette. Ouais. Par exemple, vous avez des exemples par de ce qui est fait ? exemple, n'existait pas une cartographie de la mode durable à Paris. Vous voulez acheter une marque très durable, vous voulez faire réparer un vêtement, vous voulez acheter de la seconde main. Il n'y avait pas un lieu qui réunissait tout ça. Et donc, on a créé cette cartographie qui est en permanence mise à jour. Oui, forcément. Ouais. Voilà. Vu que c'est effervescent comme secteur, il y a toujours de nouveaux entrants. Et on la trouve sur le site. Elle est sur le site, voilà. Absolument. Et puis même si vous-même, vous connaissez des marques ou vous considérez qu'il y a des gens qui pourraient entrer sur... il faut nous écrire. Nous, on envoie quand même un questionnaire. Éventuellement, on va voir sur place que ça mérite bien d'être sur cette cartographie. Et à ce moment-là, le site ou l'entreprise rentre sur cette cartographie. C'est vraiment, encore une fois, sur du collaboratif. Les groupes, les acteurs mettent en commun leurs expériences et aussi leur réseau. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Pour optimiser l'impact écologique des défilés, l'organisation des salons. Enfin, c'est vraiment... Il y a une bonne dizaine de groupes de travail, donc ceux que vous avez cités. Il y a l'agriculture régénérative, il y a la bientraitance animale, Tech for Good, puisque la question du numérique, numérique et environnement, c'est un sujet aussi non négligeable. Et donc voilà, c'est vraiment travailler ensemble sur ces sujets-là. Et justement, sur ce travail collectif, vous avez voulu avoir la voix du grand public. Exactement. Avec Make.org, vous avez lancé en septembre une consultation. Une consultation citoyenne qui a duré à peu près 6 semaines. Oui. Et on a été extrêmement heureux des chiffres puisqu'on a eu 107 000 participants, ce qui est quand même ça permet de voir, d'avoir une couleur quand même. Tout à fait, qui est un chiffre extrêmement important. On a eu plus de 3 000 propositions. D'accord. Donc, pour rappeler, les gens pouvaient faire des propositions et réagir à d'autres propositions. C'est ça. Dans un premier temps, on recueillait les propositions. Et ensuite, on a fait plutôt un vote, c'est-à-dire que les gens donnaient leur avis sur
près de 3000 propositions pour en garder quelques-unes. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui sort avec des propositions qui étaient très partagées par tout le monde, jusqu'à des vrais lieux de clivage, des endroits où repoussoirs, entre guillemets, où vraiment les gens étaient pas d'accord. Alors, ce qu'on en a tiré d'abord, c'est qu'il n'y a pas eu de bashing. Ok, c'est déjà bien. Ce qui est quand même, parce que la fameuse fake news, la mode deuxième entreprise, blablabla, etc., ça circule beaucoup. Là, pas du tout. Les propositions étaient assez concrètes et on se rend compte que les gens connaissent quand même plutôt pas mal le sujet. Donc, c'était pas trop léger dans les propositions. Non, c'était extrêmement constructif. Parmi les choses qui ressortent le plus, c'est le recyclage. D'accord. C'est la deuxième main, c'est racheter, réutiliser les vêtements, pardon. Réutiliser le vêtement, le réinterpréter et utiliser la matière. Oui, voilà. Faire des produits qui durent. D'accord. Relocaliser en France. Ouais. Les gens attendent beaucoup des marques. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que il faut aussi que les gens comprennent que eux-mêmes dans leur comportement ont un rôle à jouer. Si je parle par exemple d'acheter de la seconde main, c'est très bien, sauf si je me mets à acheter beaucoup plus en me disant c'est pas grave puisque je vais le revendre. Ouais. Vous voyez, les gens ne savent pas nécessairement que pour beaucoup de vêtements, l'impact le plus fort, c'est le lavage. Oui. Beaucoup plus que la matière utilisée ou le transport, par exemple. Et que donc, eux aussi ont leur rôle à jouer sur cette question-là. Il y a aussi des choses qui existent dans d'autres secteurs. Tout ce qui est réduction des emballages, le plastique, la suppression du plastique. Voilà, c'est des choses qu'on trouve dans d'autres secteurs. Et alors maintenant, cette consultation, les résultats, vous allez les exploiter comment ? Vous allez les envoyer aux marques ? Vous allez les mettre en avant pendant les Fashion Week ? Comment vous allez utiliser ça ? On fait un événement le 4 février. Donc ça va pas tarder, où on va présenter officiellement ces résultats, mais aussi toutes les marques qui étaient dans le collectif. Donc les Galeries Lafayette, Eram, Etam, Petit Bateau, La Redoute, et je vais en oublier et qu'elle me pardonne, ont décidé de prendre des engagements en réponse à ces demandes. Et elles vont les annoncer officiellement à l'occasion de cet événement. Donc là, je ne peux pas vous le dire, puisque c'est encore en cours de définition, même s'il y a déjà des grands idées, axes qui sont tirés. Des grands axes, pardon. Mais ce sera le 4 février. Ce sera le 4 février. Quel est pour vous l'élément clé sur lequel les groupes, les marques vont jouer dans les prochaines années ? Vous voyez vraiment des tendances. On parlait de la seconde main. Effectivement, on voit beaucoup d'initiatives d'enseignes, d'acteurs de la mode et autres qui sont sur la seconde main. Pour vous, les éléments clés, ça va être quoi ? Former le consommateur et la former. C'est-à-dire que aider les gens qui achètent des vêtements à se poser les bonnes questions et leur donner les réponses à ces bonnes questions. Donc, quelque chose qui va ressembler à un profil environnemental, comme ça existe déjà dans certaines marques de parfums et cosmétiques. Vous savez, vous scannez, puis vous scannez le code barre, et puis vous avez toute l'histoire du produit, d'où viennent les matières, etc. C'est des choses comme ça qui vont... On a Etam qui s'est lancé voilà. Sur ce sujet-là. Il y a plusieurs acteurs qui travaillent dessus. Va tourner autour de la transparence, de la qualité du produit. Je pense que, vous savez que là vient de sortir l'indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques, et qu'on se rend compte que tout ça c'est très bien, sauf qu'il n'y a personne pour réparer. Et qu'il faudrait créer des milliers d'emplois, et ça c'est très bien, ça pour bien, réparer. Je pense que... où est-ce que vous faites réparer aujourd'hui un t-shirt démaillé parce qu'il a été mangé par une mythe, hein. Je sais de quoi je parle. C'est pas facile à trouver, hein. Il y en a, mais très peu. Donc je pense que là aussi, il va y avoir peut-être des métiers ce qu'on appelle le upcycling aussi. En fait, cette robe-là, ça fait 10 ans que je l'ai, j'en ai assez. Je vais trouver quelqu'un qui va me la modifier un peu parce que j'ai envie de la garder. Moi, je suis plutôt à garder les choses
et une fois que vraiment j'en ai assez, je la donne. Je suis pas dans le vintage, moi. Je suis plutôt m'acheter un vêtement de qualité et de le garder très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je peux en avoir assez d'avoir ce vêtement. Et donc j'aimerais bien quelqu'un qui, mais vraiment avec la qualité toujours, va me transformer mon vêtement, va me le réparer. Vous voyez un foyer d'activité sur justement la réparation, le recyclage, oui, tout ce qui est la seconde vie des vêtements, sous quelque forme qu'elle soit. C'est quelque chose qui va se développer. On sait d'ailleurs que la chaîne industrielle, en tout cas pour le recyclage des matières, est pas encore tout à fait aboutie. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il faut aussi faire attention à ne pas rêver aux vêtements infinis. Oui. C'est-à-dire, je sais pas, une fibre de coton de qualité, fibre longue, etc. Vous allez la recycler une fois, elle va être beaucoup plus courte. Une deuxième fois, ça va être beaucoup plus court. Puis il y a un moment où ça va plus être du coton de qualité. Alors vous en ferez du papier, vous en ferez ce que vous voulez. Mais attention non plus à ne pas entretenir l'idée de la boucle vertueuse sans fin. Infinie. Et justement, par rapport à ça, vous qui avez travaillé avec LVMH, donc avec des créateurs, le rôle des Fashion Week, le rôle de la création du nouveau produit, ça a encore du sens quand on parle de seconde main, effectivement du mythe de la matière infinie. Alors, premier sujet à Fashion Week, là aussi, réduire l'impact environnemental des événements, on travaille dessus. Oui. Avec des choses assez intéressantes, qui est que des Fashion Week numériques, ça a un impact qui est extrêmement fort, voire plus fort qu'une Fashion Week physique. Avec le poids du streaming. À condition que tous les gens qui soient dans la salle ne soient pas en train tous de filmer, parce que alors là vous explosez le tout. Enfin bon, voilà. Et attendez, l'autre partie de votre question. L'autre partie, c'est est-ce que la création a encore un rôle à jouer bien sûr, on parle de seconde main. Parce que on aura toujours envie de porter de beaux vêtements de qualité qui nous mettent en valeur, dans lesquels on se sent bien, etc. Et donc il y a toujours ce travail-là à faire. Alors peut-être un petit ralentissement dans le temps du nombre de collections, ça c'est des choses qui commencent. Retourner aux vêtements intemporels. Alors après, il faut peut-être du vêtement intemporel et puis du vêtement un peu moins intemporel ou un accessoire qui va le modifier. Mais on avait un podcast ce matin justement à Paris Good Fashion sur ce rapport au temps et de la mode qui est en train d'évoluer. On rappelait ce matin, donc Olivier Sarraillard rappelait qu'un défilé de Dior au début, c'était plus de 2 heures. Oui. Avec un aboyeur, entre guillemets, qui présentait le vêtement. On en est il disait que la moyenne, c'est 7 minutes. Oui, c'est hyper condensé maintenant. Ouais. Donc voilà, ça c'est un très bel exemple du rapport au temps. On va terminer ce podcast, mais si vous aviez un vœu à faire pour cette année, au-delà de la fin de l'épidémie de coronavirus, si vous aviez un vœu à faire sur la partie éco-responsable, qu'est-ce que vous auriez envie qui accélère, qu'est-ce qui pourrait changer? La compréhension du client. C'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, je vous le redis, tout ça, c'est des sujets de patte humaine à l'intérieur de l'entreprise pour changer les pratiques, mais aussi du client pour qu'il change son comportement. Très bien. On espère que vous serez entendu. Merci. Sylvie Bénard, merci. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce podcast. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.